Bonsoir à tous et merci de votre fidélité à ce rendez-vous politique en compagnie de Pierre-Simon Paul. Bonsoir Pierre et notre invité ce soir, Jean-Louis Briquet, directeur de recherche en sciences politiques au CNRS. Bonsoir Jean-Louis Briquet et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous vous êtes toujours intéressé à la vie politique corse et écrit il y a bien longtemps cet ouvrage référence sur le système politique insulaire, la tradition en mouvement. Alors depuis vous êtes un peu éloigné du sujet pour en aborder un autre, celui des mafias, nous en parlerons tant il est d'actualité. Mais d'abord, un bref retour sur la politique. Vous évoquiez, à l'époque de ce livre, 1997, l'adaptabilité du système traditionnel à toutes les évolutions politiques et institutionnelles. Est-ce que vous écririez la même chose aujourd'hui ? Non, pas du tout, parce que ce que je pense, c'est que mon livre décrit un système, dont on peut dire qu'il s'est construit à la fin de la Troisième République, mais enfin en gros qui est le système que les nationalistes ont qualifié clanique, ou qu'on peut qualifier de système politique traditionnel, qui a été très puissant dans les décennies qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale et dont on peut voir depuis plusieurs années, enfin dont on peut voir maintenant d'ailleurs qu'il a complètement disparu, enfin en tout cas ne serait-ce même que par les gens qui l'incarnaient. Les grands notables, les grandes familles notabilières qui incarnaient ce système sont disparus ou quasi de la scène politique insulaire. Des groupes qui monopolisaient une contestation très très forte de ce système sont maintenant partie prenante du jeu politique officiel. Donc ce que je décris dans mon ouvrage, c'est un monde qui, alors j'allais dire n'existe plus, peut-être un peu fort, mais en tout cas un monde qui renvoie. C'est pas adapté. Alors, avec de nouveaux tenants du pouvoir. Moi, ce que j'écrivais d'écrire dans mon ouvrage, par exemple, quand on prenait les grandes familles de notables, les Rocasser, les Jacob, etc., c'était comment, alors même que la vie politique, le monde politique se transformait radicalement entre la Troisième République, le développement économique de l'après-guerre, etc. Bon, comment quand même ces mêmes familles notabilières, ces mêmes mécanismes notabilières se perduraient en s'adaptant à la modernité. Par exemple, je sais pas, les mécanismes clientélistes où on passait d'un clientélisme rural avec peu de ressources à un clientélisme peut-être plus organisé où les ressources du développement, des politiques de développement étaient utilisées par ces mêmes notables ou leurs héritiers dans des logiques qui étaient à peu près les mêmes logiques. Moi je pense, mais ça c'est à débattre, je pense que les logiques maintenant de fonctionnement de la politique en Corse ont été profondément modifiées depuis, disons, les années 90. D'accord. Et vous pensez que c'est aussi transposable à ce qui s'est passé au niveau national ? On a parlé beaucoup de nouveau monde avec Emmanuel Macron, si tant est qu'il y ait un nouveau monde. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui est transposable ? On peut comparer ce qui se passe au niveau local avec ce qui se passe au niveau national ou non ? Moi, je ne pense pas exactement. Enfin, je pense qu'effectivement, on peut très bien penser que ce qu'on a appelé le dégagisme ou le discrédit des partis politiques traditionnels de gauche et de droite classiques a donné un espace important pour des nouvelles figures politiques, des outsiders ou des gens qui se réclamaient justement de leur extériorité au monde politique, et que en France, d'ailleurs comme dans d'autres pays européens, ça a permis à des nouveaux partis de s'affirmer. Bon, en France, ça a été le macronisme. Encore, je pense que alors ça a joué dans le sens où le dégagisme, mais c'est le mouvement nationaliste qui a été en mesure de capter. Il y avait vraiment une toile de fond qui était historique encore. Mais moi, je pense quand même. L'antériorité aussi du combat. Alors voilà, puis aussi c'est vrai que c'est une force politique organisée, structurée, avec un discours politique construit, cohérent depuis de longues années, avec des appuis dans la société civile, on va dire, les syndicats, les chambres de commerce, enfin certaines en tout cas, les universités, enfin avec c'est un véritable parti qui a des appuis forts dans la société, avec une capacité à produire une idéologie structurée, et qui, du fait de son extériorité au monde du pouvoir, disons jusqu'à une date récente, jusqu'à 2014, on va dire, enfin, a été en mesure de s'imposer comme une force de transformation. Donc, en ce sens-là, il y a un petit parallèle avec le macronisme, mais si je peux me permettre, je pense que quand même l'affirmation politique du mouvement nationaliste en Corse, elle ne peut pas se limiter à cette volonté, on va dire, de dégagisme. C'est quand même des mouvements beaucoup plus longs qui datent des années 70-80, où on voit un petit peu ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le mouvement nationaliste, c'est quand même... Alors, effectivement, il n'a pas eu de présence politique au sens électoral jusqu'à une date récente, très peu de présence à part à la région. Mais des scores quand même conséquents aux élections, oui. À chaque fois, et un travail de sable vraiment avec de l'antériorité.
majorité historique. Oui, mais par exemple, à la différence du clan, on va dire, enfin, même si c'est un mot polémique, on peut l'utiliser, ou des réseaux notabiliaires qui s'appuyaient sur les maires, les conseillers généraux, etc., pour distribuer les subventions, pour tenir un électorat. Le mouvement nationaliste n'avait pas ça, n'avait pas cette armature des élus locaux, etc. Et donc il a construit une armature, on va dire, politique dans d'autres espaces, dans l'espace du mouvement association, enfin, culturel, des associations, je sais pas, le combat des idées, etc. quoi. Ouais, le combat des idées, mais aussi le combat, je dirais, d'animation du débat public, enfin de l'espace public. Je sais pas si, Alors, dans la mutation du système politique corse, avec l'accession des nationalistes au pouvoir, on a l'impression que le débat politique s'est un peu, même beaucoup, aseptisé. Avant, il y avait quand même des clivages assez forts, indépendance ou anti-indépendance, sur l'appartenance à la France, etc. Même le développement économique. Et aujourd'hui, on a l'impression, depuis l'accession des nationalistes au pouvoir, que tous ces débats-là, ça n'existe plus. Oui, ce qui est vrai, c'est que comme les nationalistes ont été une force de contestation très très forte pendant longtemps, donc effectivement ça a animé le débat, contestation du clan, contestation du colonialisme français, enfin sous des formes parfois différentes en fonction des différents mouvements, mais là n'est pas le lieu d'en parler. Et donc effectivement, il y a toujours eu en Corse un débat politique très vif, très important, du fait même de l'importance d'une force de contestation. Alors effectivement, quand cette force de contestation, c'est peut-être ça l'enjeu politique actuel de la Corse, c'est quand cette force de contestation accède aux affaires, et donc se retrouve en situation d'abord de gérer des collectivités, de gérer des collectifs. C'est compliqué, là, je pense que avec par exemple la fin des départements et la collectivité unique, il y a toute une série de problèmes qui sont des problèmes de gestion, de grosse bureaucratie, d'être amené à négocier avec l'État, avec différents pouvoirs publics, etc. C'est sûr que l'aspect, disons, contestataire de la proposition politique s'estompe. Ils se sont notabilisés, vous diriez qu'ils se sont notabilisés, les nationalistes, depuis qu'ils sont au pouvoir ? Moi, je dirais pas ça parce que je pense que la notabilisation, ça renvoie à des modes enfin, en tout cas pour moi, à des modes d'exercice du pouvoir qui étaient vraiment des modes du passé. Voilà, ils sont plus nationalisés. C'est normal. Je veux dire, ils exercent des responsabilités. Il faut bien qu'ils les exercent. Alors après, ça peut créer en retour des effets aussi de critiques fortes internes, de la part même interne au mouvement nationaliste, où des gens vont leur reprocher leur tiédeur, reproche même aujourd'hui un système clanique nationaliste. Est-ce que vous pensez que c'est une affirmation qui peut correspondre au système actuel Moi, je crois pas. Enfin, je crois pas. Je pense que qualifier à l'heure actuelle le système politique corse et notamment avec l'affirmation politique du nationalisme de clanique, ça apporte pas grand-chose en termes d'interprétation de ce phénomène politique. Pas parce qu'il y a des fils d'eux dans un mouvement comme dans d'autres que c'est du clan. Moi, je pense que les logiques quand même de fonctionnement sont pas du tout les mêmes que celles des logiques du clan. Par exemple, quand on regarde les politiques publiques, la gestion publique du territoire, dans le système ancien, disons des vieux notables, des anciens notables jusqu'aux années 80, vous aviez quand même aux notables locaux la gestion du local, des clientèles électorales, des maires, des subventions, etc. Et puis les grands programmes de développement, si on avait, etc. C'était en gros la préfecture et puis certains élus, mais très limités. Maintenant, c'est plus du tout comme ça encore, je veux dire comme ailleurs d'ailleurs. Maintenant, les politiques publiques locales, elles impliquent des agences, des bureaucraties régionales et publiques, elles impliquent des associations, elles impliquent la société civile organisée. Or, le mouvement nationaliste a eu cette capacité politique d'être une des forces d'impulsion et de structuration très forte depuis une vingtaine, une trentaine d'années de cette société civile organisée en Corse, et donc par là même à une modalité de gestion, disons, des politiques publiques qui, à mon avis, n'a rien à voir avec celle qui était de l'ancien système, pour le dire comme ça. Alors, il y a un nouvel élément qui n'existait pas il y a 20 ou 30 ans, en tout cas avec cette ampleur, c'est le développement du grand banditisme en Corse. Vous avez travaillé sur ces phénomènes. Comment est-ce que vous expliquez son ascension? Est-ce que c'est dû au non-développement économique, à l'instabilité politique de ces 50 dernières années, ou alors à autre chose? Alors effectivement, j'ai travaillé sur la question mafieuse en Italie, et notamment en Italie du Sud, en Sicile. Et je trouve qu'effectivement que ce débat-là arrive dans le cas de la Corse, je pense que c'est une très bonne chose. Alors après, c'est un débat qui est très difficile à prendre en compte, parce que
de quoi on parle quand on parle de mafia. Je veux dire, moi, quand j'ai travaillé sur la Sicile, dans les années 80, l'organisation mafieuse en Sicile, c'est une organisation très structurée, avec une organisation hiérarchique, avec des chefs, etc., avec des capacités très très fortes de pénétration du territoire, d'un rôle politique électoral fort aussi. Je pense franchement que, voilà, il faudrait avoir plus d'informations, mais je pense que c'est pas ça la situation corse. Il n'y a pas une Casa Nostra à Corse qui aurait cette puissance qu'avait la mafia sicilienne dans les années 70-80. Bon, cela dit... Jacques Folloroux, dans son dernier livre, parle de lien entre la mafia, appelons-la ainsi, et les politiques, et le politique. Oui, alors ça c'est une des caractéristiques effectivement de la mafia italienne, sicilienne, etc. C'est que, pour revenir un petit peu à qu'est-ce que c'est qu'une mafia? Une mafia, c'est des groupes organisés qui, par l'exercice de la violence ou la menace de la violence, ont des capacités à s'insérer sur des marchés économiques illégaux, le racket, le trafic, etc. Mais aussi beaucoup, c'est bien ça qui inquiète le plus, des marchés économiques légaux. Alors, ils peuvent d'ailleurs s'y installer avec des méthodes illégales. Et vous n'y voyez pas de ressemblance avec la Corse ? Alors justement, c'est bien ça que je veux dire, c'est que si on définit la mafia comme une espèce de structure organisée, omnipotente, etc., ce qu'elle a peut-être même jamais été complètement en Sicile, mais laissons ce débat de côté. Alors à ce moment-là, je ne pense pas qu'il y ait de parallèle avec la Corse. Par contre, si on s'intéresse à des phénomènes qu'on peut appeler des phénomènes de criminalisation, ou des phénomènes, alors on pourrait dire presque de mafioisation, même si le mot est vraiment moche, mais enfin c'est un peu ça. C'est-à-dire des dynamiques qui font qu'effectivement, ce qu'on a vu se passer en Italie du Sud et en Italie en général, peut se passer en Corse. Alors ça, moi, à mon avis, je pense que oui. C'est-à-dire la manière dont effectivement des individus qui disposent de ressources de violence, qui disposent d'argent, d'ailleurs. Et qui sont en lien avec le politique aussi. Alors en lien avec le politique, voilà, là aussi, vous voyez, en posant ces questions-là, je pense que là aussi le parallèle avec l'Italie est très important parce que ce qui s'est passé en Italie, c'est que très tôt dans l'histoire italienne, dans les années 70, la question mafieuse s'est imposée dans le débat public national. Et il y avait des intellectuels, des magistrats, etc., qui ont vraiment posé cette question-là. Et il y a eu des commissions parlementaires anti-mafia. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en Italie, vous aviez une commission au Parlement, publique, ouverte, avec des élus, etc., qui a commencé à accumuler de la documentation, des rapports judiciaires, des rapports policiers, qui a fait des auditions auprès de toute une série de gens, qui a centralisé de la documentation. Et là, le débat public s'est construit là-dessus, sur des informations publiques, partagées par tout le monde, etc. Je pense qu'en France, le problème, c'est qu'on n'a pas ça. C'est-à-dire que pourquoi ? Parce qu'il y a la Corse, évidemment, mais il n'y a pas que la Corse. Bien sûr. Il y a Marseille, il y a Nice, toute la Côte d'Azur. On peut dire que la présence mafieuse n'est pas inexistante là-bas non plus. J'ai entendu même dire que dans une ville comme, il me semble que c'était Nantes, il y a plein d'endroits où effectivement toute une série de gens s'inquiètent de la capacité économique d'acteurs criminels. C'est-à-dire, ce qui s'est passé en Italie, c'est qu'il y a une mobilisation politique où, à un moment donné, des partis, alors à l'époque c'était les partis communistes, une partie de la gauche, etc., mais même une partie de la gauche démocrate chrétienne, donc plus tard, a dit qu'il y a un problème mafieux, il y a un problème de la mafia, c'est une réalité à laquelle le pouvoir politique doit se confronter. Pour se confronter à cette réalité, il faut d'abord la connaître, et il faut d'abord la connaître publiquement. Je pense que là, en France, la difficulté, c'est qu'il y ait des liens entre des groupes criminels et des élus. Je veux dire, c'est quand même plus que probable, dans certains cas. Mais quel type de lien, quels élus, etc. Parce que là, on est dans des mondes où après, s'il n'y a pas à un moment donné une instance, ça peut être l'Assemblée de Corse, ça peut être une instance régionale, pas nécessairement nationale, mais qui prend en charge aussi, à un moment donné, de la publication de documents, d'informations, faire des audiences auprès de magistrats, etc. Et que cette question-là peut se poser sereinement, elle ne se posera jamais sereinement. Vous pensez qu'il y a une méconnaissance aujourd'hui du système qui existe en Corse, par exemple, au niveau national comme au niveau local, il y a une méconnaissance de ce qui se passe? Il y a probablement des gens qui ont des connaissances, quand on regarde certains services de police, probablement, certains services, évidemment, certains magistrats, etc. Mais moi, en tant que citoyen, si je vais regarder, si je cherche, que j'ai cherché à faire, à avoir des informations là-dessus, j'ai pas énormément de choses. Les rapports, on en parlait tout à l'heure, les rapports parlementaires qui ont été faits sur la mafia parlent souvent de la Corse, ou même les rapports sur la Corse parlent de la mafia en Corse, mais de manière très générale, en disant oui, il y a un danger mafieux. Comment ça s'explique, ça, cette cécité? C'est une cécité volontaire, quand même, parce que les rapports de police, ils remontent quand même,
Mais je pense que non, mais les rapports de police remontent. La preuve, c'est que le bouquin de Follow, il est basé sur quelque chose aussi. Donc, mais vous voyez, c'est très différent quand même. Un journaliste qui écrit un livre tout à fait remarquable, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais c'est très différent un journaliste qui écrit un livre qu'à un moment donné, une instance publique officielle qui prend en charge collectivement la production de documentation. Pourquoi il ne le prend pas? Est-ce qu'on a une explication à ça? Parce que bon, les choses sont claires. Malheureusement, il y a les meurtres qui sont la chose la plus visible, toute l'économie souterraine. Et ça, visiblement, l'État n'en prend pas la mesure. Alors, pourquoi? Parce que ça peut être aussi le meilleur rempart contre l'autonomie? Ça, je ne peux pas vous dire. Ce que je peux dire, c'est que, en fait, si on revient toujours à l'histoire italienne, qui peut nous servir là un peu d'exemple, même si c'est des choses très différentes, qu'est-ce qui explique aussi qu'à un moment, l'État, le gouvernement a pris en charge cette question-là? C'est parce qu'il y a eu des mobilisations sociales anti-mafia. C'est pas uniquement parce qu'il y a des gens dans le monde politique qui sont... C'est parce que de la part de la société civile, il y a eu toute une série de gens qui sont mobilisés là-dessus. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu, toutes choses égales par ailleurs, ce qui peut se passer en Corse à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'il y a aussi l'assassinat des deux juges, Falcone et Borsellino. Oui, mais ça c'est plus tardif. Hein. Je veux dire, les mouvements anti-mafia en Italie qui créent les commissions parlementaires, qui amènent aussi à une législation spéciale quand même très, très importante et très utile en Italie, c'est antérieur. Mais vous avez raison, il y a eu pas mal de ce qu'on appelait à l'époque les meurtres excellents, hein, les meurtres de magistrats, de policiers. Enfin, justement, vous parliez des instances, et notamment même des instances régionales. Alors, l'Assemblée de Corse doit faire une session spéciale sur la mafia dans le mois courant novembre, hein, si elle se tient réellement. C'est nécessaire, mais quelle sera sa portée quand on sait qu'en plus, lors des commissions, les services de l'État n'ont pas participé aux travaux? Oui, mais ça, c'est dommage. Mais moi, je pense que c'est nécessaire. Je pense qu'effectivement, si on veut vraiment que cette question soit traitée, il faut qu'elle soit traitée publiquement et dans des espaces qui sont des espaces publics et politiques, par exemple l'Assemblée de Corse ou par exemple d'autres, et pas dans ces espaces confinés que sont, je sais pas, le Cirascope, enfin, ou les services spécialisés sur le crime organisé dans la police ou dans la magistrature, où parfois on nous dit des trucs, parfois on nous les cache, etc. Moi, on nous les cache. Les magistrats font leur travail aussi, c'est pas du tout une critique. C'est normal aussi qu'ils gardent des choses secrètes, mais il y a des choses qu'on peut publiciser. Donc je trouve ça très bien. Après, est-ce que l'Assemblée de Corse aura les moyens de faire que réellement ce débat produise des choses dans, par exemple, le développement d'une législation anti-mafia au niveau national en France? Ça, on peut pas dire. Qu'est-ce que peut dire une instance politique? D'abord à l'État, on le voit à peu près, mais à la société. De quelle manière elle peut intervenir? Elle peut dire déjà, c'est un problème, donc on le prend en charge. Après, je pense que l'Assemblée de Corse n'a pas les moyens de prendre en charge toute seule ce problème-là, donc elle peut justement revendiquer auprès de l'État un ensemble de choses. Par exemple, moi je pense que la première chose à revendiquer, il me semble d'ailleurs que ça avait été dit par certains élus, la première chose à revendiquer, c'est l'accès à l'information, par exemple, je ne sais pas, une commission d'enquête parlementaire, je ne sais pas comment ça peut se faire, ni sous quelle forme, mais au moins des lieux public où se produit du débat et de la réflexion sur ces phénomènes pour qu'on évite de parler sur des rumeurs ou des sources qui arrivent comme ça, on ne sait pas trop d'où, de milieux policiers ou autres. Voilà. Mais je pense que c'est important, ça veut dire aussi que c'est une reconnaissance politique d'une dangerosité sociale importante, manifestement. Donc ne serait-ce que cette reconnaissance, elle a un poids politique important. Et l'intervention de la société civile en Corse, vous pensez que c'est possible? Par exemple, il y a la saisie des biens mal acquis ou des biens des mafieux qui sont mis aux enchères. Est-ce que vous pensez possible en Corse que ces biens-là saisis puissent être... mis aux enchères en Corse ou alors distribués des associations civiles? Alors, à ma connaissance, pour l'instant, il n'y a pas encore de législation spécifique en France là-dessus. En tout cas, pas parce que c'est vrai que c'est ce qui s'est passé en Italie. Hein, ouais. Et regardez en Sicile, où le poids de la mafia est quand même. Il y a eu une vente aux enchères à l'initiative de la Grâce sur des bijoux, sur des. Alors, à Marseille. Moi, de ce que je connais, en tout cas du système italien, c'est très différent. C'est-à-dire que les biens qui sont confisqués aux mafieux sont ensuite redistribués à des associations, des collectivités, etc. Qui œuvrent pour le bien public. Voilà, par exemple, il y a eu pas mal des projets d'agriculture, des projets dans le social, etc. Bon, ça, c'est une très bonne chose. Et dans un pays comme la Sicile, où la présence mafieuse est super forte, et dans certains bourgs de Sicile, elle est quand même très très puissante.
Mais malgré ça, ça a quand même réussi à fonctionner. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut se dire, voilà, vous allez à Corleone, vous voulez tout d'un coup créer une association anti-mafia, bon, ben, ça va être pas facile, hein, enfin, pour moi qu'on puisse dire, parce qu'il y a encore plein de gens de la famille. Mais ça s'est fait. Ça veut dire aussi que même dans ce genre de situation, il y a des possibilités de mettre en œuvre toute une série de mesures anti-mafia. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas que ce soit les mesures les plus importantes en France, cette confiscation des biens mafieux, même si, effectivement, ce serait une mesure à prendre, parce qu'il faut que ça soit associé aussi à des prises de conscience politiques et des transformations des modes de répression de ce phénomène un peu plus structurés. Eh bien, ce sera là votre conclusion, Jean-Louis Briquet. Merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Pierre, merci a vous. Intanto Berugli e compiere droit de a qualche minuto un giornale presentato da Mariano Romani. Buonasera a tutti.